Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Pierre Doué, libraire au Montant-l'Air à Paris. Il nous a raconté dans la première partie les lectures qui ont structuré sa pensée politique et la force qu'il y trouve. Découvrons maintenant un aspect central du métier de libraire tel qu'il l'envisage, l'organisation et l'animation de rencontres. Vous vous en doutez, on ne s'éloignera pas beaucoup de la politique non plus. Cela ne fait pas pour autant de nous des visionnaires infaillibles comme vous l'entendrez dès les premières secondes de l'entretien. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et nous parlons aujourd'hui des librairies comme lieu de vie, de rencontres et d'écho des luttes. Salut Pierre. Salut Jérémy. Bienvenue de retour dans... Bah ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, et alors c'est incroyable, on est le 13 mars, et donc c'est bon, la France est à l'arrêt depuis le 7. Bon, on n'a pas eu besoin de tant de jours de grève que ça, finalement. Ils ont rendu les armes le 9. La démission de Macron hier, j'y croyais pas, tu vois. Moi, j'y croyais une fake news, en vrai. Et puis après, les copains ont appelé, on est allé faire la fête. Et puis maintenant, faut réfléchir à comment on organise la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Heureusement, tu nous as filé pas mal de pistes théoriques et pratiques la semaine dernière sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et puis, on va quand même continuer de parler boulot un petit peu parce qu'on sait jamais. Et sérieusement, tu m'as proposé quand je suis venu vers toi pour ces séries d'entretiens, tu m'as proposé d'aborder un aspect du métier de nos métiers auxquels je suis moi-même extrêmement attaché. Donc, ça me fait très plaisir. Je suis content, je l'ai dit, de recevoir un libraire, mais je suis aussi content de recevoir un libraire qui anime, programme énormément de rencontres, parce que c'est une dimension essentielle, je pense, de ce boulot. Donc on va axer cette partie-là de l'entretien sur tes lectures professionnelles, sur les lectures professionnelles liées aux rencontres que tu as animées, celles qui t'ont marqué, qui t'ont permis de découvrir des livres, des auteurs, des autrices, des univers. Et je veux bien, avant de commencer, que tu me dises un peu ton rapport à tout ça, pourquoi tu as développé cet aspect-là de ton métier, et puis éventuellement aussi, quelle a été ta toute première rencontre et comment ça s'est passé pour toi la première fois que tu t'es jeté à l'eau dans ce moment pas toujours facile, mais tellement agréable. Bah écoute, moi je dois confesser que je suis un militant écœuré et dégoûté des organisations. J'ai été dans pas mal de structures pour essayer de faire des choses, quoi, collectivement. Et chemin faisant, je me suis dit que mon action et puis mon engagement passerait par le livre. Donc est-ce que ce serait une maison d'édition? Est-ce que ce serait un lieu un lieu marchand comme une librairie ou une librairie associative? Voilà, j'ai eu une période où je savais pas exactement, et en fait le métier de libraire m'a tout de suite plu, même dans des endroits que je ne nommerai pas, mais où ça s'est pas toujours bien passé. Voilà, le métier je l'aime, et j'ai la chance de le faire dans une librairie qui a une couleur politique tranquillement assumée. On n'est pas en train de se dire on est neutre, on est objectif, on met un peu de tout, un peu de rien. On est dans un choix affirmé, et moi j'évolue dans un endroit où j'ai carte blanche et toute latitude à organiser les rencontres qui me tiennent à cœur autour de thèmes et de propos que j'ai envie de défendre, et souvent auprès de maisons d'édition qui ont des moyens limités, mais dont j'estime la pertinence du catalogue comme une évidence, qu'il faut défendre bec et ongle par rapport au flux. Tu connais bien ça, les flux de cartons qui arrivent tous les jours, et avec les nouveautés, avec il faut mettre tout son poids pour que ce soit, plutôt que les grosses bécanes, qu'il y ait des voix singulières qui puissent être sur table et rester sur table au-delà des 3 mois ou des 2 semaines de rotation habituelle. Voilà, c'est vraiment un parti pris. Et il se trouve que pour défendre les maisons d'édition indé, je suis
convaincu que l'animation d'événements est déterminante, quoi. Donc voilà, tout ça est un peu corrélé, mais voilà, je pense que on a un rôle à jouer en tant que libraire, à trier, sélectionner, choisir, avoir des partis pris, et puis mettre en exergue des pensées exigeantes, des pensées critiques, et à ce qu'elles puissent se déployer de manière orale lors de rencontres ou par des connexions sur des tables entre de manière de fait en fait en gros pour moi il y a plusieurs niveaux, mais la table est quelque chose de très très important. C'est-à-dire il faut que les livres qui sont mis sur une table discutent entre eux, se contredisent ou soient complémentaires, mais que la table elle raconte un truc, et que sur ces tables-là, eh ben il faut être injuste avec les gros les grosses maisons d'édition. Il y a de très bons trucs qui sortent dans des grosses maisons d'édition, mais voilà, elles ont déjà plein d'endroits pour s'exprimer. Donc nous, moi, le rôle que je me suis assigné, c'est de mettre la focale sur des petites maisons d'édition, quoi. Ouais, et je trouve qu'effectivement la rencontre, c'est une belle façon d'arrêter ce flux, comme tu disais, de mettre l'accent sur quelque chose, et qu'au bout d'un moment, un programme de rencontre, vous en plus vous en programmez, il me semble, énormément, vous êtes extrêmement extrêmement dynamique. Un programme de rencontre, ça finit par dessiner aussi un panorama, de la même façon qu'une table peut raconter quelque chose, et ça fait écho, je trouve, à ce que il me semble que c'est dans le livre intitulé Le livre Que faire, qui était sorti à la Fabrique, dont on parlait la semaine dernière. Je crois que c'est Roland Alberto de l'Odeur du Temps à Marseille qui disait ça, que un de ses leitmotivs en librairie, c'est que aucun livre ne soit isolé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un livre qui n'ait de connexion avec aucun autre. Et je trouve que c'est une très bonne façon de raisonner dans la constitution d'un fonds, mais aussi dans un programme de rencontre ou dans la constitution d'une table, de dire comment les livres vont dialoguer entre eux, et si un livre il n'a pas de rebond, de lien avec un à côté ou ailleurs dans la librairie, c'est peut-être qu'il n'a pas sa place. Clairement. Ouais, j'ai mis la focale sur la table, mais c'est tout aussi important, si ce n'est plus, c'est le fond, c'est qu'est-ce qu'on garde, comment on met, pourquoi tel livre est à côté de tel autre dans le fond. En sciences humaines, il y a des rayons qui sont thématiques, qui sont classés par ordre alphabétique, d'autres qui sont un peu thématiques. Du coup, si je prends un exemple, c'est sur l'histoire. Sur certaines périodes historiques, on sait pourquoi on a exactement ces livres-là, pourquoi pas tel autre, et qu'est-ce que dans les choses qui arrivent, qui sortent, qu'est-ce qu'on va garder après, et comment tout ça va avoir une cohérence globale. Ouais, ce qui est un exercice d'équilibriste perpétuel, mais passionnant en même temps. Et puis Clairement passionnant. Ouais. Ce qui fait, je crois, la différence, sans et là pour le coup, il n'y a pas de prétention en disant ça, hein, mais ce qui fait la différence, il n'y a pas de prétention de supériorité des uns sur les autres, mais ce qui fait la différence entre une librairie de fond et une librairie de qualité, et un lieu où on vend des livres et qui peut rendre d'excellents services aux gens qui y vont, mais où il n'y a pas exactement la même ambition de se poser aussi la question de la temporalité, des livres plus durables et de ce qu'on peut raconter avec les livres qui paraissent en trop grand nombre chaque semaine. Ouais, clairement, c'est ça. Et du coup, donc les rencontres qui sont, comme on le disait, une façon de faire vivre tout ça. Je sais pas, donc est-ce que tu veux nous parler de la première que tu as fait? Ouais, bien sûr. Bah écoute, là je me rends compte qu'en fait c'était avec La Découverte, donc qui n'est pas une petite maison d'édition, mais voilà, c'était en septembre. La première rencontre, là je parle de la période Montant-L'air, hein, parce qu'avant il a pu m'arriver ponctuellement d'en organiser ou d'en animer dans d'autres librairies, mais c'était souvent pas moi qui impulsait, qui était à l'initiative, donc voilà, c'est un peu plus anecdotique.
Moi, la Oui, oui. première que j'ai organisée au Mont-en-l'Air, donc en septembre 2019, c'était autour de la question des gilets jaunes. Donc on était encore, on n'avait pas fait les 1 an et il y avait un dénommé Laurent Jean-Pierre qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a sorti un petit livre qui s'appelait NG Room. Donc le NG Mhm. Room, c'est un clin d'œil au situationniste à Guy Debord et donc c'est l'idée. Enfin, en gros, ce texte, il faisait un état des lieux du mouvement Gilets jaunes et des perspectives à venir autour de la mobilisation. Et j'avais beaucoup aimé ce petit texte très synthétique et puis en même temps voilà qui était pas que élogieux sur ce qu'était la stratégie des gilets jaunes. Et voilà, donc ça avait été un peu évident pour moi de commencer les cycles de rencontres par ce texte-là, dans la mesure où je trouve que ça c'est quelque chose. On a parlé la semaine dernière des perspectives, des autres, le champ des possibles, des autres mondes qui existent et qu'on pourrait faire advenir de manière plus globale. Moi, il y a une question qui me passionne de longue date, c'est la question stratégique, quoi. C'est comment on arrive à faire émerger ces horizons-là, ces possibles-là. Et Laurent Jean-Pierre, au même titre que d'autres intellectuels, comme Jérôme Bachet dont on a parlé, comme Mhm. dans un autre registre, mais que j'aime beaucoup, Stathis Kouvelakis, qui est un auteur marxiste. Voilà, c'est des gens qui se questionnent sur comment, quoi, sur le comment, sur est-ce que ce sera par une voie émeutière, par une voie électorale, par des communs, enfin voilà. Donc il y a vraiment ce Oui. truc-là qui est au cœur de leur réflexion. Et ce texte d'intervention dans un instant T, j'avais trouvé que il réussissait à poser les bonnes questions et voilà et à être assez lucide sur notre époque, tout en déployant des portes de sortie ou du moins d'en esquisser des traces, quoi. Oui, dans un exercice en plus qui est pas facile en termes de distance, historique, on va dire, parce qu'il est sorti effectivement peu de temps, après le mouvement des gilets jaunes et ce n'est ni un texte d'opportunité en disant, «Vite, disons, écrivons quelque chose», mais c'est pas non plus un livre avec un regard, historique, trop long, et il se tient, sur cette crête. On parlait de sensibilité aussi, la sensibilité aux événements la semaine dernière. C'est aussi un peu quelque chose qui se joue là, d'être entre les deux, quoi. Ni dans le commentaire à chaud, ni dans le regard complètement froid. Ouais. C'est une dimension des essais politiques que je trouve, enfin, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire le comment, sans faire de l'histoire immédiate, comment on arrive à voir un peu ce qui se joue à dessiner des perspectives stratégiques, quoi. Ça, c'est Oui. et voilà, Laurent Jean-Pierre, il arrive à bien le faire et il théorise ça très bien, je trouve. Alors, je profite du pont maison d'édition, et puis un petit peu quand même aussi du mouvement des Gilets jaunes parce que c'est lié. Je pense que tu vas voir où je veux en venir. Je te propose qu'on parle un petit peu du livre et du travail en général, si tu le souhaites, mais du livre de Ludivine Bantini, qui est une historienne Ouais, qui a publié à la découverte, comme Laurent Jean-Pierre, un livre qui s'appelle La plus belle avenue du monde, qui est consacré aux Champs-Élysées et qui fait une sorte d'histoire politique et sociale des Champs-Élysées et qui se termine quasiment, pour ainsi dire, historiquement, le livre avec les Gilets jaunes aux ouais. Champs-Élysées. Et que tu as également invité et reçu. Bah, Ludivine Bantini, elle est venue à plusieurs reprises au Mont-en-l'Air. Donc cette rencontre, elle est assez particulière parce que je pense, que c'était une semaine avant ou c'était quelques jours avant le confinement de 2020.
Donc c'était vraiment, enfin c'était une époque, un temps révolu où on était enfermés assez nombreux dans la librairie et où Ludivine, elle est historienne, elle est spécialiste de mai 68, mais voilà, elle arrive à ce côté faire le lien entre ce qui se passe en 2020 ou en 2023 avec les résonances avec la grande histoire, avec voilà, elle a écrit un autre livre, elle est venue nous le présenter. On s'était fait nasser ce jour-là, c'était celui sur la commune de Paris. Donc voilà, et qui était un livre pareil où elle écrivait des lettres à des communards et à des communards en leur parlant de la situation d'aujourd'hui. Ça, moi, je trouve que, enfin, c'est une manière de faire de l'histoire c'est-à-dire d'avoir cette ossature théorique, d'avoir tout ce travail de recherche d'archives, et puis de faire dialoguer ça avec ce qui se passe dans notre époque, voilà, de pas faire de l'histoire un objet froid qui est voilà, poussiéreux, qui raconterait pas notre époque. J'ai toujours été sensible à ça, et ce que j'aime beaucoup dans le livre sur les Champs-Élysées, c'est aussi la dimension spatiale, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière avec le livre d'Éric Hazan avec les livres d'Éric Hazan sur Paris. C'est cette manière d'écrire l'histoire en partant des protagonistes, mais également des lieux, quoi, de telle rue, de tel bâtiment, et de nous raconter tout ce qui a pu advenir, toutes les continuités, les ruptures historiques à partir des Champs-Élysées. Moi, j'avais trouvé que ça avait beaucoup de sens, et que ça montrait toutes ces frontières aussi entre les classes bourgeoises, les classes populaires. Ça, elle arrive très bien à dessiner ça, à montrer les discontinuités historiques, enfin, et spatiales, quoi. Oui, avec une attention portée effectivement dans ces livres en général, qui sont tous des livres marquants, on va dire. Une attention à l'incarnation, parce que je pense, à t'écouter, c'est le souvenir aussi de lecture que j'ai, par exemple, de son livre sur mai 68, qui s'appelait De grands soirs en petit matin, si mes souvenirs sont Ouais. bons, qui était sous-titré comme ça. Qui était aussi vraiment une histoire très concrète, c'est-à-dire que c'est pas la geste homérique et un peu folklorique entre guillemets de mai 68, mais c'est vraiment comment au quotidien les unes et les autres dans différents mouvements dans les usines, comment les gens l'ont vécu, et essayer de retranscrire comment les gens l'ont vécu. Et c'est aussi le livre sur la commune, effectivement, avec les ponts qu'il fait. Pareil, le sous-titre est assez évocateur, s'appelle La commune au présent. Et ce jeu de rebond entre l'écriture de lettres et les personnages de la commune, il est extrêmement intéressant, et il ouvre à la réflexion, en fait, aussi autant sur notre époque que sur la compréhension d'un moment politique Ouais. marquant. Et le pendant littéraire pour moi de Bantigny, ce serait le travail d'Éric Vuillard, quoi. Pour moi, c'est-à-dire j'avais commencé par lire 14 juillet, cette manière de raconter la prise de la Bastille à hauteur d'homme ou de femme, et puis de saisir ce moment-là, et puis même les livres plus récents sur l'empire colonial français, voilà, je pense que Vuillard, il arrive très bien à faire ça, c'est-à-dire lui il le met pas, il le formule pas de la même façon, c'est-à-dire il est romancier, du coup il va pas forcément marquer les ponts, les passerelles, les résonances, mais voilà, il y a un sous-texte qui fait que on pige que il y a des connexions qui peuvent se faire avec l'époque actuelle. Oui, avec là pour le coup en plus un style, c'est toujours un tourbillon Ouais. d'une certaine façon, Vuillard, d'autant plus quand il raconte des événements du type 14 juillet, enfin du type prise de la Bastille dans son roman 14 juillet, mais là c'est le vent de l'histoire, pour utiliser une expression un peu toute faite, et c'est aussi un grand romancier
très sensible aux questions sociales vulgaires. La semaine dernière, je t'ai un peu coupé, enfin, on a un peu raccourci le moment où tu voulais parler du Chili, et tu m'as indiqué une rencontre là aussi, autour du livre Un jour d'octobre à Santiago, que maintenant je veux bien qu'on développe un peu plus si tu le souhaites. Ouais, bien sûr. Donc Carmen Castillo, d'habitude quand un livre est réédité, j'appelle pas l'éditeur pour demander une rencontre, mais comme pareil que Patricio Guzman, le réalisateur chilien dont je parlais la semaine dernière, Carmen Castillo, elle est écrivaine, mais elle a aussi fait des films. Et Ok. c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et ce livre Un jour d'octobre à Santiago, je l'avais piqué quelque part il y a quelques années. Je fais jamais ça d'habitude. Euh, Ouais. Enfin, moi, faut pas le je dire, sais hein, comment on va finir cet entretien, et ça ne manque pas de sel voilà. que Non, tu mais dis ça. c'était Mais pas dans bon. une librairie, hein. C'était Ah bah alors c'est bon. C'est bon. et j'en dirai pas plus. Mais et donc j'ai vu que ce livre était réédité et je me suis dit que c'était l'occasion de recevoir Carmen Castillo à la librairie et de parler en fait un jour d'octobre à Santiago. Faut resituer en fait ce jour d'octobre, c'est en octobre 74. Donc le coup d'État de Pinochet qui met fin à l'expérience merveilleuse de l'unité populaire d'Allende le 11 septembre 73 voilà a eu lieu. Carmen Castillo, c'est à l'époque c'est la compagne du dirigeant de la principale organisation d'extrême gauche qui s'appelle le MIR. Et le MIR, ça veut dire Mouvement de la gauche révolutionnaire. Voilà. Et donc ils sont cachés, ils sont au sud de Santiago, dans une petite maison, toute dans un quartier résidentiel. Et ils se cachent. Et malgré la clandestinité, en fait, ce que Carmen Castillo raconte, c'est des moments très joyeux avec leurs enfants. C'est des choses vraiment de l'ordre de la vie de couple, la vie familiale, et puis avec toute cette génération qui a perdu en fait, c'est-à-dire qui a cru que il y aurait la société allait changer et qui se retrouve calfeutrée, cachée chez elle et voilà. Et un jour voilà arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la police chilienne, enfin la police, l'armée et puis les services secrets déboulent et emmènent et tuent Miguel Enriquez, son compagnon, à proximité de cette maison. Et donc voilà, Carmen Castillo, elle s'en sort, euh, elle perd son enfant pendant l'assaut de la police, mais voilà, elle est exilée en France et donc elle fait un récit de ces jours-là et donc elle le fait. C'est très mélancolique, mélancolie de gauche Ouais. à la Enzo Traverso, mais voilà, il y a moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté très juste sur ce à quoi on aspire quand on est dans un mouvement révolutionnaire et puis toute la dimension d'une éthique personnelle d'une aspiration à autre chose et j'avais trouvé ça au niveau de la façon de le raconter au niveau de la forme euh, très très juste quoi donc je m'étais fait un cadeau en l'invitant et puis en lui demandant de parler de cette époque-là et puis aussi de tout ce qui avait précédé de très très beau quoi. Et puis quand on rencontre quand on invite des Chiliens, il y a aussi il faut parler de l'exil, il faut parler du fait de plus être vraiment chez soi nulle part parce que quand on retourne quand on retourne au Chili, on se sent étranger, quand on est en France, on se sent exilé. Et puis Ouais. en fait, ça, c'était vrai jusqu'à 2019, parce que 2019, il y a eu un réveil populaire au Chili très très fort à partir d'une hausse des prix du billet de métro, du ticket de métro. Et voilà, 2019 a ouvert une nouvelle séquence avec la jeunesse, le mouvement féministe, les Mapuche qui se mettent en mouvement et qui créent quelque chose d'inouï, c'est-à-dire qui arrive
à contester le pouvoir en place, qui paraissait vraiment mais droit dans ses bottes, qui paraissait on avait l'impression, moi j'étais allé au Chili juste avant cet octobre 2019 que c'était le pays où le marché avait gagné, quoi. Et ce qui est super, c'est que c'était un slogan qui a été prononcé à plusieurs reprises pendant les mouvements, pendant les mobilisations. C'était la phrase suivante, c'était le néolibéralisme mourra dans le pays où il est né. Voilà, c'est puisque c'était là-bas que les Chicago Boys de Milton et les disciples de Milton Friedman avaient décidé de tester ce que ça allait être le libre marché. Donc libre marché dans une dictature, ça manquait pas de sel, mais c'était leur projet de société, quoi. Et donc 2019 a ouvert quelque chose de plus joyeux, et c'était bien cet échange avec Carmen Castillo était très beau, voilà. Je sais plus si tu nous as indiqué la maison d'édition ou pas, parce que Verdier, c'est ça, voilà. Donc j'étais pas tout à fait sûr, et du coup c'est une belle et grande maison. J'étais pas tout à fait sûr, c'est pour ça que je me permets de te reposer la question. Mais effectivement, Verdier, c'est une belle et grande maison qui est surtout réputée pour son versant très littéraire, parce que les textes littéraires dans leur collection jaune, là, assez iconiques, sont toujours extrêmement travaillés. Mais il y a aussi chez eux une ligne politique très affirmée, politique et une éthique, on va dire, qui rend le catalogue intéressant. Ils publient peu, mais ils publient bien, et c'est très 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 souvent des textes importants ou marquants ou qui font date à leur façon. Ouais, tout à fait. Et ce texte-là de Carmen, il était préfacé par un autre auteur que j'aime beaucoup. C'est Joseph Andras. Voilà, je sais pas si tu avais lu De nos frères blessés sur la condamnation à mort de Yveton pendant la guerre d'Algérie. Donc toi, ça refait encore un lien avec ce dont on parlait la semaine dernière sur cette période des années 60 et des années 50, 60, 70, quoi. Et avec le côté quand la littérature s'empare des questions historiques, voilà, c'est quand même le travail d'Andras de ce point de vue-là, il est assez exemplaire aussi, quoi. Oui, parce que lui, il a vraiment à cœur de faire revivre des figures. Il y a vraiment un projet politique dans sa littérature. Absolument. Qui est tout en restant de l'écriture extrêmement travaillée aussi. C'est pas sacrifié l'un pour l'autre. On n'est pas dans ce qui peut arriver parfois de livres à thèse ou de livres pesants, mais c'est vraiment l'intersection des deux. Et c'est des très beaux livres à chaque fois, qui donnent de la puissance à des figures soit un peu oubliées, soit qui méritent d'être remises en lumière. C'est totalement ça, ouais. Sur la sensibilité, sur l'intérêt à l'avenir et aux potentialités futures, maintenant que on a un peu là aussi évoqué le passé, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le bouquin d'Alessandro Pignocchi, Ethnographie des mondes à venir, ce qui permettra aussi de parler d'un genre dont on a peu parlé jusqu'ici, et que moi, qui me tient un peu à cœur aussi, la bande dessinée. Ouais. Alors c'est un livre hybride, parce que là j'ai mis il y a Pignocchi que j'ai mis comme auteur, mais en fait ils sont deux, parce c'est un livre de discussion avec Philippe Descola, et donc Pignocchi mène l'entretien ou mène la discussion, et dessine agrémente de dessin l'ouvrage, quoi. Donc c'est vraiment moi Pignocchi il fait le lien avec entre des choses que je trouve très 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 intéressantes, et que moi tout ce qui est côté plutôt ZAD, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, mais avec aussi une exploration des terrains notamment en Amérique latine, avec des peuples autochtones, et voilà, il fait du Descola de manière un peu plus politique, c'est-à-dire moins descriptive, je trouve, et il le fait aussi avec une ironie dans le propos, c'est-à-dire toutes ces bandes dessinées, elles sont à la fois très sérieuses dans les constats, dans les choses qui sont mises en avant, mais
elles font elles renversent un peu la perspective et elles le font avec ironie, quoi. C'est-à-dire on se retrouve avec des gouvernants qui sont complètement désemparés par des questions. Enfin, en gros, ce qui se passe, c'est il nous met, il met des figures qui nous paraissent exotiques et des figures qui nous paraissent totalement communes, comme des politiciens en costard-cravate, dans un renversement de prisme. Et il nous permet de voir un peu qu'est-ce qui est le plus aberrant. Est-ce que c'est c'est des politiciens qui votent des lois qui permettent de saccager je sais pas l'Amazonie, ou est-ce que c'est des pratiques qui peut être de l'ordre du chamanisme, mais qui sont en écoute avec la terre, qui sont en lien avec les autres membres d'une population, qui tiennent compte de l'autre. Voilà, c'est en fait il amène vraiment sur des questionnements existentiels, mais avec une perspective politique que je trouve très chouette. Oui, et avec ce ressort littéraire, là en l'occurrence ce ressort de bande dessinée, mais de mettre en scène l'autre, c'est-à-dire là l'autre en l'occurrence étant, il y a souvent cette figure ce qui serait un ethnologue ou un anthropologue qui viendrait d'Amazonie et qui regarde nos coutumes et nos pratiques et qui essaie de les décrire et qui essaie de les comprendre. Et là, il y a à la fois, j'imagine, le jeu aussi parce que lui, il a fait tout ça aussi, de se mettre en scène soi-même en disant, si ça se trouve, des fois, on passe complètement à côté de ce qui se joue, et à la fois, à travers ce regard un peu naïf, de dénoncer ou de critiquer certains de nos comportements. Je sais qu'il y a une scène, entre autres, où cet ethnologue essaie de comprendre les panneaux électoraux, et qu'il est planté devant avec son petit carnet et qui formule des hypothèses qui, d'un côté, seraient présentées comme farfelues, mais de dire de notre côté, pourquoi pas. Enfin, lui, là, il y voit du sens. Ou le marché, en expliquant, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ils arrivent tous avec plein de nourriture, ils les entreposent pendant une demi-journée, ils les échangent et chacun repart avec ce qu'il a amené. Enfin, et ce décentrement-là, il crée effectivement un regard qui devient politique et qui est drôle et plein de sens. Ouais, c'est une des forces de son œuvre, quoi. C'est-à-dire que les textes de Descola disent la même chose. Après, ils sont parfois un peu plus arides, et Pinocchio, il arrive très bien alors on appelle ça vulgarisation ou éducation populaire, mais il arrive très bien à faire comprendre ses idées finalement un peu assez simples, quoi. Mais quand même qui vont à contre-courant de toute notre représentation, tout notre héritage du structuralisme, etc. Et je trouve ça salutaire, quoi. Ouais, avec en plus de un dessin, là pour parler de choses un dessin qui est magnifique. Moi je trouve que dans ces scènes de nature, particulièrement les oiseaux, j'ai l'impression que c'est souvent ça qui fait qui se prend au jeu de dessiner. C'est vraiment des BD qui sont agréables à regarder, en plus de tout, je veux dire. Il y a ce double talent là, quoi. C'est clair. Alors, on va encore aborder une ou deux. Je vais essayer de finir chronologiquement, donc je vais te proposer pour finir ce qui me semble être, j'imagine, une des dernières rencontres que tu as fait. Mais si on revient un petit peu au Gilet jaune, et puis il y a des livres aussi qu'on a un petit peu évoqués la semaine dernière autour de Tarnac et du Comité Invisible. Tu as fait une rencontre avec David Dufresne. Alors, autour de Dernière Sommation. Mais peut-être qu'on peut en parler aussi un petit peu, parce que lui aussi, depuis un paquet d'années, il explore plein de formes à la fois littéraires et artistiques en général pour documenter notre époque. Ouais, moi je l'avais découvert avec le dossier Tarnac, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il a écrit sur Pigalle, quoi. C'est-à-dire son livre sur le New Moon. Je trouve ça vraiment un modèle de comment on peut faire. Enfin, c'est à mi-chemin entre du journalisme
à la Aubenas, à la Florence Aubenas, et un truc un peu plus romanesque, avec c'est une photo en fait d'un quartier, d'une époque, d'une époque qui n'existe plus. Donc il y a un petit prisme un peu, on sent quand même nostalgique, mais voilà, et donc il raconte, il part, il est à Pigalle, il se balade et puis il recherche où était le club, enfin la boîte, le bar, je sais pas je sais plus quel terme il utilise, où il a appris un peu, quand il est arrivé à Paris, où il a appris la vie, c'est-à-dire où il a commencé à écouter du rock, il a commencé à se faire des potes, et il arrive, il retrouve la rue, et en fait c'est une biocop quoi. Et c'est un bio, c'est bon, et il se dit bon voilà, ça raconte un truc sur que ce que devient ce quartier, et il tire un fil, et alors comme il aime faire d'habitude, il va enquêter, et il se dit bon alors, c'était qui, que sont-ils devenus, qui étaient ces gens que je côtoyais, qui était le propriétaire du bar qui m'a fait connaître tant de choses, et voilà, et puis il va rencontrer les gens, parce il a cette empathie, il a cet amour des gens, et donc il va enquêter, il va les questionner, il remonte les fils, il retrouve des photos, et puis après il se rend compte que le patron de New Moon c'était un sale type d'extrême droite quoi. Mais ça n'empêche que le lieu était magique. Et donc voilà, moi Dufresne du coup je le suis un petit peu, et puis c'est vrai que il s'était exilé un petit peu, il s'était exilé pendant quelques années au Canada, et quand il revient, et il prend les gilets jaunes dans la face quoi. C'est-à-dire il avait pas vu le mouvement loi travail, où il y avait commencé à y avoir une dureté, un durcissement du maintien de l'ordre, sujet sur lequel il avait bossé pendant l'époque tant glorieuse de Sarkozy. Donc il avait bossé là-dessus, et là il voit la répression des gilets jaunes, et il commence à compter les victimes, les mutilations, à faire son hashtag là, Allo Place Beauvau sur Twitter. Et en fait tout ça nourrit. Donc dernière sommation, c'est un roman qu'il était venu présenter chez nous, mais voilà, avec son entre-deux habituel, c'est quand même un roman qui est évidemment nourri de tout ce qu'il a pu observer, de tout ce qu'il a pu compiler, collecter comme information durant c'était sorti en mars, je pense, donc c'était pendant plusieurs mois quoi. Et puis avec son alter ego de papier qui s'appelle Dardel, et qui mène voilà pareil, qui mène l'enquête, qui observe cette fascisation en marche, cette autonomisation de la police qui devient de plus en plus incontrôlable. Et voilà, il a ce souffle, dans la manière dont il décrit l'époque. Voilà, j'avais trouvé que c'était très très juste tout ça quoi. Et c'était un vrai plaisir de le recevoir, parce que voilà, c'est quelqu'un dont le leitmotiv est organiser le pessimisme. Donc voilà, il reprend ça, je crois, à Naville, euh, le, le surréaliste, et puis il se dit voilà, comment on sait, mais on va essayer de faire quelque chose de tout ça quoi. Et donc il l'a fait sous forme de roman, il en a fait un film après, et après bon, il est parti sur d'autres choses aussi, puisque en termes de santé mentale, je pense, voilà, de voir des corps mutilés toute la journée, c'est très très éprouvant. Il y a des moments où il était vraiment très très fatigué de tout ce qu'il pouvait ingurgiter, voir comme horreur. Mais voilà, il a fait sa part quoi. Oui, il a fait sa part, c'est sûr, et avec une grande, une grande empathie, par ailleurs. Un travail là pour, Allo Place Beauvau, puis la traduction, Dernière sommation romanesque, puis le film, qui part vraiment d'une expérience,
concrète. Et à la base, si je me trompe pas, il sait pas spécialement où tout ça va le mener. Hein. Il a pas un plan qui est prévu au moment où il met le premier hashtag Allo Place Beauvau, mais c'est que petit à petit, il reçoit de plus en plus d'images et puis il se sent, il y a une forme de devoir qui arrive, mais c'est vrai qu'il a tellement d'empathie et il est tellement humain dans sa façon de traiter tout ça, quels que soient ses sujets d'ailleurs, hein, que ça se ressent et que ce soit dans les essais, dans la fiction, dans les tentatives qu'il a pu faire dans les films. Il a fait des genres de jeux documentaires. Enfin, il est un espèce de touche à tout, mais tout ce qu'il fait, c'est toujours réussi et toujours très très humain. Moi, tu vois, tu parlais d'organiser le pessimisme. Il m'avait un peu frappé dans un entretien qu'il avait fait à Présage, qui est un podcast sur les questions environnementales. Et je crois qu'il finissait en disant il n'y a pas de raison de laisser le monde aux médiocres. Et je trouve que ça, évidemment, c'est lui qui le dit, mais ça lui correspond bien aussi cette énergie de dire allez, on y va quoi. Enfin, on va faire et puis fonçons quoi. Et c'est beau, même si, comme tu le dis, ça a sûrement aussi un coût pour lui. Mais c'est une belle personnalité publique et j'imagine de belles rencontres et de beaux moments de vie autour de la librairie et de ses livres. Ouais, c'est toujours des chouettes rencontres et moi j'avais bien aimé. Je bossais dans une autre librairie avant, mais quand il a sorti son livre sur Brel, donc du coup c'est un livre que j'ai lu beaucoup plus tardivement. Mais pareil, quoi, ça virait d'aller à Vesoul, d'aller manger la pizza Brel, et puis d'aller retrouver tous les gens qui l'ont peut-être soi-disant rencontré, de loger dans la chambre d'hôtel où Brel séjournait, de se dire est-ce qu'il est vraiment venu une fois ou plusieurs, et enfin voilà, toute cette curiosité insatiable et cette envie d'aller rencontrer, enquêter, c'est vraiment je trouve que c'est une démarche dans laquelle je me retrouve pas mal, quoi. Ouais, avec cette façon de trouver le prisme, l'angle qui, au début, sera pas. Presque, ça fait un peu écho, je trouve, au livre de Ludivine Bantini, de dire tiens, quand on le découvre, par exemple, dans les programmes éditoriaux, nous, on travaille les nouveautés quelques mois à l'avance. On voit pas forcément, enfin moi je parle de moi là, mais on voit pas forcément où ça va mener. Tu dis tiens, une histoire des Champs-Élysées, pourquoi pas, mais on voit pas forcément le sens. Et je trouve que c'est un peu pareil quand tu dis il fait l'histoire d'un bistrot vers Pigalle, le New Moon. Tu dis bon ok. Et en fait, quand tu lis les livres, c'est des gens qui ont ce talent pour en faire quelque chose de plus grand que le sujet de base et de lui donner une dimension qui en fait des super lectures extrêmement marquantes au-delà de leur simple sujet, quoi. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Bon, une dernière pour la route, dont il me semble, voilà, je crois que c'est un livre assez récent. On est d'accord que depuis qu'ils nous ont fait ça, c'est un livre qui est sorti il y a pas si Ouais, longtemps? c'était en novembre dernier. C'est sorti dans une petite maison d'édition qu'on aime beaucoup au Mont-en-l'Air, qui s'appelle Édition du bout de la ville, et qui a un Ouais. catalogue qui est assez marqué sur les questions de répression, voilà. Donc on est encore sur du très léger. Aurélie Garand, c'est pas, à la base, c'est pas une écrivaine, c'est une personne voilà, à qui il arrivait un truc abominable, et qui voilà, donc qui a, avec l'aide d'un éditeur, eu envie et peut-être besoin, je sais plus comment ça a émergé tout ça, mais voilà, qui a eu envie de raconter ça en tout cas. Donc Aurélie Garand, elle fait partie de la communauté des gens du voyage, et son frère Angelo, qui était en évasion, enfin voilà, qui n'avait pas pointé au commissariat, a été sans sommation abattu par le GIGN, quoi. Donc elle raconte ça, elle raconte son frère, elle raconte le deuil, et puis elle raconte aussi un truc qui est beau, c'est tout le combat pour la vérité, quoi. Et ça fait écho. On parlait de Dufresne, des violences policières juste avant. Ça fait écho à quand même beaucoup de combats de proches, de gens qui ont perdu des gens tués par la police. Et elle le fait. Voilà, c'est un texte très court, c'est très très incisif
et c'est sans fioriture, c'est du brut de décoffrage. Mais voilà, moi j'ai trouvé le texte, et puis là toi on est dans la séquence où on parle des moments humains vécus dans une librairie. Ce soir-là, il y avait dans le cadre bourgeois d'une librairie, il y avait des gens d'horizons très variés, et il y avait une vraie communauté il y avait une vraie solidarité avec d'autres familles. Il y avait des gens qui étaient venus de Rennes, d'autres de plusieurs villes, et puis de régions parisiennes qui partageaient la situation d'Aurélie, qui avait perdu des membres de leur famille lors de crimes policiers. Et voilà, il y a la colère, et il y a aussi un désir de justice, et surtout d'avoir le fin mot, qui est la reconnaissance du crime, quoi. Et en fait, le livre d'Aurélie Garand, il sort après que la justice et que le non-lieu habituel dans ces cas de figure a été prononcé. Et malgré ça, elle compte pas s'arrêter là, quoi. Elle va aller saisir des instances européennes. Elle va continuer à faire circuler ce texte, et puis à aller témoigner, il était prévu qu'elle se rende dans plein de librairies pour parler de ça, quoi. Et donc c'est là où on est vraiment sur le cœur de ce que j'aime faire, c'est qu'un texte puisse permettre l'expression d'une voix qu'on n'entend pas, qui est invisibilisée, et qui surgit par effraction, quoi, ou en contrebande, parce que des éditeurs ont trouvé que c'était important que cette voix existe, quoi. Oui, et ce qui est le cas, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, et il semblerait, on pourrait dire qu'il y a quand même une espèce de, je trouve, de foisonnement de maisons d'édition en ce moment, de taille restreinte, on va dire, mais qui ont à cœur effectivement de donner la parole à des gens qu'on entend peu, à des voix qu'on entend peu, et à des expériences qu'on entend peu. Pas seulement les faire raconter par quelqu'un d'autre, mais que une prise de pouvoir à travers le texte, et se raconter soi-même et documenter soi-même, ce qui peut être aussi le début d'un aller avec une montée en politique, et les librairies et les rencontres telles que tu les pratiques peuvent accueillir aussi ce genre être une caisse de résonance, on va dire, pour ce genre de mouvement. Ouais, ça avait été, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais par exemple, on avait fait un lancement d'un bouquin aux éditions Libertalia, qui était les combattants Rojava, quoi. Et ça, toi, pareil, ouais. C'est des gens qui étaient allés combattre contre Daesh, et puis pour le communalisme au Kurdistan, et qui racontaient leurs expériences de guerre, quoi. Et voilà. Donc en plus, le titre, c'était Hommage au Rojava, ce qui faisait un clin d'œil à Hommage à la Catalogne de Orwell, quoi. Donc on boucle la boucle de ce dont on avait parlé la semaine dernière également. Qu'est-ce que c'est bien fait, c'est incroyable. Bon, puisqu'on a bouclé la boucle, je crois qu'on a fait j'espère en tout cas pour toi qu'on a fait un beau panorama de tes lectures et de ton travail. Merci en tout cas d'avoir partagé tout merci ça. Pour ton invitation, et puis pour toutes les questions, toutes les observations que tu as pu faire au cours de l'entretien. Voilà, c'était très fluide, quoi. Enfin, la circulation, j'avais la liste des textes sous les yeux, et en fait, on a bien survolé tout ce qui était mentionné et prévu, quoi. Ok, bon, du coup, je me dis que ça valait le coup de te demander en amont de faire cette liste. Avant de te laisser partir, je voudrais bien que tu nous lises donc l'extrait que tu as choisi pour le relais à l'invité suivant.
Et je veux bien aussi, comme c'était la semaine dernière, que tu le contextualises un tout petit peu en nous expliquant qui parle et d'où il parle, comme on disait. Et puis comme ça, on finira l'entretien avec cette citation. Eh ben écoute, on en a déjà parlé la semaine dernière. Ça va être un extrait de Maspero, François Maspero, libraire, éditeur, mais également traducteur, écrivain. Enfin, on le surnommait l'homme livre, et c'était vraiment ça. Donc ça, c'est un extrait qui est dans un court-métrage de Chris Marker et qui en un quart d'heure fait un portrait de Maspero, de sa librairie La Joie de Lire qui était dans le quartier latin, et de ce qu'on y trouvait, de l'approche en tant qu'éditeur de Maspero. Et donc pour contextualiser, Maspero, il a dû mettre la clé sous la porte pour plusieurs raisons, pour une forme je pense de lassitude et d'épuisement professionnel. C'était quelqu'un qui était très perfectionniste, et je pense qu'il a au bout de décennies autour de livres, de l'édition et de la vente de bouquins, je pense qu'il était rincé. Mais il y avait aussi les interdictions des gouvernements sur des livres un peu touchy. Il y avait les plastiquages de l'extrême droite, et il y avait les gauchistes qui allaient voler des livres chez Maspero parce qu'ils se faisaient du blé avec les idées révolutionnaires. Et voilà. Et Maspero, il a, jusqu'à la fin de sa vie, il avait une détestation des gens qui avaient et même qui reconnaissaient 50 ans après avoir volé dans sa librairie, quoi. Donc la phrase, elle parle de ça, mais elle parle un peu d'autre chose aussi. Donc voilà, je la lis. Peut-être aussi il y a cette espèce d'acte magique qui consiste à penser que quand on s'approprie un livre, soit en l'achetant, soit en le volant, on va du même coup s'approprier ce qu'il y a dans le livre, le contenu du livre, et qu'on n'a même pas besoin de le lire. Il y a déjà un acte magique qui a fait que le seul fait d'attraper le bouquin, ça y est, on le met dans sa bibliothèque et on est déjà un peu possesseur du savoir qui est dans ce livre. Ça, je suis sûr que ça joue chez beaucoup. Et alors, le fait de voler, ça donne une espèce de violence à la chose qui fait qu'on va se l'approprier 2 fois plus. Il y a une catégorie d'individus qui s'imaginent, qui pensent que c'est mieux de voler chez Maspero, parce que Maspero se fait du fric avec la Révolution. Donc c'est révolutionnaire de récupérer le fric que Maspero se fait avec la Révolution. Et là, je pense vraiment d'ailleurs que les 3/4 ou les 99% des types qui font ça sont des types pour qui la Révolution, ça consiste à voler les livres chez Maspero. Heureusement, c'est une tradition qui n'a plus cours, ça ne se vole plus les livres. Ah, il y a des contre-exemples. Non, mais en tout cas, merci pour cette belle traversée ensemble. Alors, lisez les livres, empruntez-les dans les bibliothèques, allez dans les librairies, allez voir des rencontres, faites ce que vous voulez, parlons-en ensemble. Merci beaucoup Pierre pour ce moment passé ensemble. Merci Jérémy, et longue vie à Constellation de Papier, et bravo pour tout ton boulot de libraire sans librairie qui fait des podcasts super chouettes. C'était le 6e épisode de Constellation de Papier, un épisode enregistré comme le précédent à distance entre Marseille et Ménilmontant et monté et mixé le 13 mars. Sauf erreur, nous n'avons pas encore, à ma grande surprise teintée de tristesse, parlé jusqu'ici des éditions POL. Nathalie Quintane, Emmanuel Carrère, Marie Dariussec ou encore Santiago Amigorena y publient leurs œuvres au sein d'un des plus beaux catalogues de littérature contemporaine. J'emprunte donc le mot de la fin à celui qui fonda la maison il y a 40 ans, Paul Oczakowski-Lawrence, qui disait vouloir créer, je cite, « le désordre là où l'ordre s'installe ». Vous pouvez retrouver les livres dont nous avons parlé, ainsi que ceux dont nous aurions dû parler sur la page du podcast. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses chaque semaine à écouter et suivre Constellation de Papier. Merci de nous soutenir et d'en parler autour de vous de cette façon. À bientôt!